Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer la suite du cours sur la programmation dynamique. La dernière fois, dans le cours AAC04, on avait défini la programmation dynamique et puis on avait pris deux exemples. Le premier, c'était la suite de Fibonacci et le deuxième, c'était la chaîne de multiplication de matrices. Aujourd'hui, on va prendre trois autres exemples. La plus longue chaîne palindromique, le problème du sac à dos et le problème du plus court chemin dans les graphes. Allez, on commence. D'abord, la plus longue séquence palindromique non contiguë. Non contiguë, c'est-à-dire que les caractères ne se suivent pas. Ils ne sont pas juxtaposés. Étant donné une chaîne de caractères A allant de 1 jusqu'à n, il s'agit d'identifier la plus longue séquence palindromique non contiguë, contenue dans A. Cette séquence est bien sûr un palindrome, c'est-à-dire qu'on peut la lire de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Exemple dans la chaîne caractère, la plus longue séquence palindromique c'est caract. Dans la chaîne turbo-ventilator, la plus longue séquence palindromique c'est rotator, qu'on peut lire de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Alors, quelle est la stratégie qu'on va utiliser? En programmation dynamique, on va identifier un sous-problème. Comme on a une chaîne de caractères, un sous-problème, ça va être une sous-chaîne, allant de I jusqu'à J, pour I inférieur ou égal à J. Donc, on définit L de IJ, c'est la taille de la plus longue séquence palindromique non contiguë contenue dans A, c'est-à-dire dans la sous-chaîne allant de I jusqu'à J. L'algorithme est assez simple. L de IJ. Alors, c'est une fonction qui va retourner une valeur. Si i est égal à j, ça veut dire qu'on a un seul caractère, donc return 1. Sinon, si a de i est égal à a de j, ça veut dire que les caractères extrêmes sont égaux. Alors, dans ce cas, ou bien i plus 1 est égal à j, c'est-à-dire que les caractères se suivent. Donc, ça veut dire qu'on a deux caractères. Là, la chaîne contient deux caractères qui sont égaux. Donc, return to 2. Sinon, on va retourner 2 plus ce qu'il y a entre les deux caractères, entre les deux extrêmes. C'est-à-dire on va retourner 2 plus L de I plus 1 jusqu'à J-1. C'est-à-dire on élimine les deux caractères extrêmes. Sinon, si A de I est différent de A de J, on élimine ou bien le caractère I ou bien le caractère J. Si on élimine le caractère I, donc on va prendre la sous-chaîne entre I plus 1 et J. Si on élimine le caractère J, on va prendre la sous-chaîne entre I et J-1. Donc, qu'est-ce qu'on va renvoyer? On va renvoyer le maximum de la sous-chaîne comprise entre I plus 1, J ou bien I, J-1. L'explication est assez simple. Donc, comme je viens de l'expliquer. La complexité de cet algorithme n'est autre que θ de n2. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de sous-chaînes dans une chaîne de caractères. Dans une chaîne de n caractères, le nombre de sous-chaînes, c'est n au carré. Puisqu'on a, on va dire que pour i allant de 1 jusqu'à n, et j, il varie de i jusqu'à n. Alors, je vous propose comme exercice réécrire cet algorithme en sauvegardant les résultats intermédiaires. C'est ce qu'on a appelé la mémorisation. Parce qu'on voit bien que dans cet exemple, la fonction L de ij peut être invoquée plusieurs fois pour la même valeur. Hein, surtout dans le return maximum là. Donc on peut faire appel à la fonction plusieurs fois pour les mêmes indices. Donc si on veut optimiser l'algorithme, il faut utiliser la mémorisation, c'est-à-dire sauvegarder des résultats intermédiaires pour ne pas appeler, pour ne pas chaque fois appeler la fonction. Au lieu d'exécuter la fonction, il vaut mieux lire à partir d'une table ou bien à partir d'un cache. Voilà. On va passer donc au deuxième exemple, c'est le problème du sac à dos. De quoi s'agit-il? On dispose d'un objet de volume positif W1, W2 jusqu'à Wn et de valeurs positives respectivement V1, V2 jusqu'à Vn. Et on a un sac à dos de capacité maximale grand W. Le problème, donc, il s'agit de remplir le sac à dos de sorte de maximiser la valeur des objets inclus tout en respectant la contrainte du volume du sac. Donc, prendre le maximum d'objets, prendre un sous-ensemble des objets
en maximisant leur valeur tout en respectant la contrainte du volume du sac à dos. Voilà. Un peu d'histoire. Ce problème fait partie des 21 problèmes NP complets identifiés par Richard Karp en 1972. Nous allons plus tard, dans le prochain cours, nous allons parler des problèmes NP complets. On va les définir et on va prendre beaucoup d'exemples. Ces 21 problèmes sont réputés comme les problèmes les plus difficiles en optimisation combinatoire. Nous verrons prochainement ces problèmes. Nous pouvons retrouver le problème du sac à dos dans de nombreux domaines. Dans les systèmes financiers, où l'idée c'est la suivante: étant donné un certain montant d'investissement dans des projets, quel projet choisir pour que le tout rapporte le plus d'argent possible? Pour la découpe des matériaux, afin de minimiser les pertes dues aux chutes. Donc pour minimiser les chutes, donc il faut bien comment découper les matériaux d'une façon optimale. Dans le chargement des cargaisons, des avions, des camions, des bateaux, donc comment charger des cargos pour avoir une valeur maximum de produits tout en respectant la contrainte de volume du cargo. Ou encore dès qu'il s'agit de préparer une valise ou un sac à dos pour une randonnée ou un voyage. Alors ici on rappelle rapidement comment développer un algorithme de programmation dynamique. Il faut d'abord s'intéresser à la structure, c'est-à-dire caractériser la structure de la solution optimale, c'est-à-dire décomposer le problème en sous-problèmes, identifier la relation entre la structure de la solution optimale, du problème original et les solutions des sous-problèmes. Ensuite, appliquer le principe d'optimalité, c'est-à-dire définir récursivement la valeur de la solution optimale, ce qui revient à dire à exprimer la solution des sous-problèmes, la solution du problème original en termes de solution optimale des sous-problèmes, comme on l'avait dit la dernière fois. On rappelle que le principe de la programmation dynamique, c'est de dire que toute sous-politique d'une politique optimale est optimale. Ça veut dire que si on peut définir des sous-problèmes optimaux, donc la solution finale sera optimale. Le calcul est généralement ascendant, c'est-à-dire on commence par la fin, bottom-up computation. Calculer la valeur de la solution optimale par une approche ascendante et puis on va remonter au sommet en utilisant un tableau par exemple. Et la construction de la solution optimale en utilisant les valeurs intermédiaires, en utilisant la mémorisation. Voilà, donc pour le problème de sac à dos, il existe deux versions de ce problème. Dans la première version, les objets sont indivisibles. C'est-à-dire on peut prendre l'objet, soit ne pas le prendre. Si par exemple c'est un tableau, ou bien un computer, ou bien un téléphone. On peut soit prendre l'objet intégralement, soit ne pas le prendre. C'est cette version qui nous intéresse et qu'on va traiter à l'aide de la programmation dynamique. Dans la deuxième version, fractionnaire, le problème du sac à dos fractionnel, dans la seconde, les objets sont divisibles. On peut en prendre une fraction. On peut prendre la moitié, ou bien 25%, ou bien si par exemple du blé, ou bien, je ne sais pas, une quantité qu'on peut partager, ou bien des pommes par exemple. Cette version est traitée par un algorithme glouton assez simple. On va prendre l'objet qui a le plus de valeur autant de fois qu'il faut pour remplir le sac à dos. Le problème du sac à dos possède la propriété de sous-structure optimale, c'est-à-dire que l'on peut construire la solution optimale du problème à i variable à partir du problème à i-1 variable. C'est cette propriété qu'on va utiliser qui nous permet d'utiliser la programmation dynamique. On appelle ça la sous-structure optimale. Alors, il faut d'abord bien sûr formuler le problème. Toute formulation commence par un énoncé des données. Dans notre cas, nous avons un sac à dos de volume maximal grand W et un objet. Pour chaque objet I, nous avons un volume W de WI et une valeur V de I. Par exemple, si on a 4 objets et un sac à dos d'un volume maximal 13 cm3, nous avons par exemple les données suivantes. L'objet 1 a une valeur 5 et un volume 5. L'objet 2 a une valeur 4 et un volume 6 et ainsi de suite. Et le volume du sac à dos c'est 13. Par exemple, si on prend l'objet 3 et 4, donc la valeur ce sera 15
et le volume ce sera 10. Donc on appelle ça une solution réalisable. Ensuite, il nous faut définir les variables qui représentent en quelque sorte les actions ou les décisions qui amèneront à trouver une solution. On va définir la variable xi associée à l'objet i de la façon suivante. Alors, xi est égal à 1 si l'objet i est pris dans le sac, sinon xi est égal à 0. Si on le prend, ça veut dire que xi est égal à 1. Si on ne le prend pas, xi est égal à 0. Dans notre exemple, une solution réalisable est de mettre les objets 3 et 4 dans le sac à dos. Nous avons donc x1 est égal à 0, x2 égal à 0, x3 égal à 1, x4 égal à 1. On donnera la solution sous la forme d'un entier en base 2, c'est-à-dire 0, 0, 1, 1, dans notre exemple. En général, si on a un objet, cela signifie que le nombre total des solutions possibles pour un élément est 2 à la puissance n, puisque pour chaque objet, il y a deux possibilités, ou bien on le prend, ou bien on ne le prend pas. Donc le nombre de possibilités, c'est 2 à la puissance n. Ensuite, il faut définir les contraintes du problème. Ici, il y en a deux. La première, c'est la contrainte du volume, donc la somme des volumes de tous les objets dans le sac doit être inférieure ou égale au volume maximal du sac à dos. Donc la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de wixi inférieure ou égale à grand W. Ensuite, il faut exprimer la fonction qui traduit notre objectif. Maximiser la valeur totale des objets dans le sac, c'est-à-dire maximiser la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de vi xi. Vi, c'est la valeur de l'objet i. Et bien sûr, ici les variables, c'est xi. Et bien sûr, xi est égal à 0 ou 1 pour i allant de 1 jusqu'à n. On impose aussi que w, grand W, soit un entier. Nous allons tout à l'heure voir pourquoi. La solution brutale, c'est-à-dire brutale la plus simple, c'est-à-dire lorsqu'on prend toutes les possibilités, on choisit la meilleure. Donc on a un nombre total de 2 à la puissance n. Ce n'est pas acceptable, car c'est une solution exponentielle. On va plutôt trouver une solution en appliquant la programmation dynamique. C'est-à-dire qu'on va utiliser un sous-problème. On va définir C de IM, c'est la valeur de la solution quand on choisit parmi les i premiers objets, de 1 jusqu'à i, en respectant bien sûr la contrainte de volume grand M. Comment peut-on exprimer un problème CIM en termes de sous-problème? Tout simplement en disant que s'il faut choisir entre les objets de 1 jusqu'à i, ben je peux dire que l'objet i, soit je le prends, soit je ne le prends pas. D'accord? C'est une approche ascendante, c'est-à-dire on commence par le bas. Donc CIM, c'est quoi? Si je prends l'objet i, donc ça veut dire que la valeur totale sera CI moins 1, c'est-à-dire je choisis parmi les objets de 1 jusqu'à i moins 1, et le volume, donc il sera grand terme moins le volume de l'objet que j'ai pris, WI, mais j'ajoute la valeur VI, puisque l'objet I, je l'ai pris. Sinon, si je ne prends pas l'objet I, ben ça veut dire que la valeur totale, ce sera la valeur lorsque je choisis parmi les objets de 1 jusqu'à i moins 1. Et le volume du sac ne change pas, c'est grand M. Donc en général, CIM, c'est quoi? C'est 0. Si I est égal à 0, M égal à 0, bien sûr. C'est égal à CI moins 1M si WI est plus grand que M. C'est-à-dire si le volume de l'objet est plus grand que M, je ne le prends pas. Donc c'est CI moins 1M. Sinon, c'est le maximum de CI moins 1M moins WI plus VI. Donc j'ajoute la valeur VI. Ou bien CI moins 1M si je ne le prends pas. Donc si I est plus grand que 0 et W indice I inférieur à M. Alors, donc CIM est égal à 0 si I est égal à 0, M égal à 6, c'est évident. CIM c'est égal à CI moins 1M si WI est plus grand que M. Si le volume de l'objet I dépasse M, on ne prend pas. Sinon, on prend le maximum des deux. Sinon, soit on ne prend pas l'objet I et la valeur totale sera donc CI moins 1M,
soit on prend l'objet I et la valeur sera CI moins 1 M moins WI plus VI. C'est-à-dire ce qu'on aura pris parmi les I moins 1 objets restants en respectant le volume M moins WI, auquel on va ajouter ce qu'on a gagné en prenant l'objet I, c'est-à-dire VI. On va appliquer cette formulation à notre exemple. Donc on a les objets 1, 2, 3, 4, les volumes respectifs c'est 5, 6, 6, 4, et les valeurs respectives c'est 5, 4, 8, 7. Et W, grand W est égal à 13, c'est le volume maximal du sac. Par exemple, on a C4, 13. Alors, ou bien on prend l'objet 4, ou bien on ne le prend pas. D'accord? Si on ne le prend pas, ça veut dire que la valeur sera C3, 13. Donc, on va choisir parmi les trois premiers objets et le volume sera 13. Si on prend l'objet 4, ça veut dire qu'on va choisir parmi les trois premiers objets. Le volume sera 13 moins 4, qui est donc 4, qui est le volume du quatrième objet. Et on va ajouter sa valeur qui est 7. Donc, ce sera le maximum entre C3, 13 et C3, 9 plus 7. On peut aussi continuer, si vous voulez, C3, 13. Ou bien on prend le troisième objet, ou bien on ne le prend pas. Si on ne le prend pas, ça veut dire que ce sera C2, 13. Si on le prend, ça va être C2, 13 moins 6 plus 8. Donc, c'est le maximum entre C2, 13 et C2,7 plus 8, et ainsi de suite. Donc, on pourra calculer maintenant toutes les valeurs de C et M pour tous les I et tous les M. L'algorithme consiste donc à remplir un tableau bidimensionnel, c'est-à-dire à double dimension, à W plus 1 ligne et N plus 1 colonne. Chaque entrée du tableau nécessite un temps constant, θ de 1, puisque on calcule, il y a une seule opération, c'est le maximum. Le temps d'exécution sera donc de l'ordre de N grand W. C'est pour ça qu'on dit que grand W doit être un entier. C'est-à-dire qu'on va calculer pour toutes les valeurs de W allant de 0 jusqu'à W. On peut réécrire l'algorithme comme suit. Donc, initialiser CJ0 est égal à 0 pour tout J et C0W pour tout petit w. Donc, pour J allant de 1 jusqu'à N, pour W allant de 1 jusqu'à grand W, si WJ est plus grand que W, donc C de JW est égal à C de J moins W. Sinon, ben, c'est le maximum, comme on l'avait tout à l'heure dit. Ou bien on prend l'objet J, ou bien on ne le prend pas. Et la valeur finale qu'on recherche, c'est C de N grand W. C'est-à-dire choisir parmi les N objets en respectant le volume grand W. On aura par conséquent calculé toutes les valeurs de CI grand W pour I égale à 0 à N et M de 0 à grand W. On comprend maintenant pourquoi on exige que W soit un entier. Alors, je vous propose comme exercice de remplir la matrice C pour en tirer la solution finale C4, 13, puisqu'on a 4 objets. De l'exemple donné en illustration, de l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Remarque, certaines valeurs de C et M peuvent être redondantes. Il est recommandé de stocker les résultats intermédiaires. C'est ce qu'on appelle la mémorisation, en utilisant un cache. Il ne nous reste plus qu'à estimer la complexité de cet algorithme. Il est facile de voir que T de N et de W c'est égal à θ de NW, puisqu'il s'agit de remplir une matrice. Pour I allant de 0 jusqu'à N et M allant de 0 jusqu'à grand W, qui semble assez raisonnable quand W n'est pas trop grand. Mais ce n'est pas une complexité polynomiale, puisque la taille de l'input est proportionnelle à log de W, plutôt qu'à W. C'est ce qu'on avait expliqué en disant que c'est une complexité pseudo-polynomiale. Voilà. Et on passe donc au dernier exemple sur la programmation dynamique, le problème du plus court chemin dans les graphes. Alors, on rappelle.
On a un graphe valué, G égale à VEL, où V c'est l'ensemble des sommets, E c'est l'ensemble des arêtes, et L c'est une application qui a toute arête UV associe une longueur positive ou nulle, L de UV. C'est la longueur de l'arête UV. Une arête, ça peut être deux arcs, de U jusqu'à V ou bien de V jusqu'à U. On définit la distance entre deux sommets comme étant la longueur du plus court chemin entre ces deux sommets. Et on note distance de S, U, c'est la distance entre les sommets S et U, c'est la distance au sens d'Euclide, c'est-à-dire c'est le plus court chemin. Notre problème consiste à déterminer le plus court chemin entre deux sommets du graphe. On va commencer par une illustration assez simple et puis on va généraliser. Donc si on prend cet exemple, un exemple très simple, supposons qu'on cherche le plus court chemin entre le sommet grand A et le sommet grand G. La seule façon d'accéder au sommet G en partant de A, c'est de passer par le sommet E ou le sommet D ou le sommet F. Donc on peut écrire que la distance entre A et G, c'est le plus court chemin entre les trois chemins. Donc entre distance de A et de E plus la longueur de l'arête EG, ou bien c'est la distance entre A et D plus la longueur de l'arête DG, c'est-à-dire 5, ou bien c'est la distance entre A et F plus la longueur de l'arête FG qui est 10. Donc la distance entre A et G, c'est le minimum de ces trois distances. Et on va généraliser. C'est une relation similaire qu'on peut utiliser pour chaque sommet du graphe. En général, on peut écrire que distance de S jusqu'à V, c'est le minimum entre les distances de S, U plus la longueur de U à V pour tout U, c'est-à-dire pour tous les prédécesseurs de V. C'est-à-dire pour tout U tel que UV appartient à E. Tous les sommets U qui sont les prédécesseurs de V. Et bien sûr, la distance entre S et petit s est égale à 0, où petit s c'est le sommet source, c'est-à-dire le sommet par lequel on commence. U et V sont des sommets quelconques, bien sûr. Cet algorithme ne s'applique qu'au graphe sans cycle, parce que s'il y a un graphe avec cycle, on va avoir une boucle infinie. Puisqu'il faut à chaque fois revenir à la distance de S. Pour calculer la distance de S à V, on va trouver encore une distance de S à V. Donc si on note module de E le nombre d'arêtes et module de V le nombre de sommets du graphe, la complexité de cet algorithme est proportionnelle au nombre d'arcs incidents à V, puisqu'on prend tous les prédécesseurs de V. Donc on va prendre tous les arêtes, ou bien tous les arcs qui sont incidents à V. Ben, le maximum de ces arcs, c'est E. Et puisqu'on a on va dire, on a une opération, donc le nombre total, ce sera la complexité, ce sera T de E et de V, c'est la somme sur V, donc pour V appartenant à grand V, du degré de V plus 1. Pour V appartenant à grand V, là il y a une petite erreur, mais c'est pour V dans grand V. Donc la complexité en fonction de E et de V, c'est θ de E plus V. E, c'est le nombre d'arêtes et V, c'est le nombre de sommets. Voilà. Donc, ceci termine le cours sur la programmation dynamique. Dans le prochain cours, nous allons parler des problèmes NP et des problèmes NP complets. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous invite à commenter ou bien à poser des questions lors de la lecture de ce cours. Allez, je vous dis au revoir et au plaisir de vous voir bientôt.